c'est l'idée, est-ce que la technique est neutre en fait et puis surtout quand tu vas travailler sur la technique ou tu es technocritique comme moi, il y a une difficulté à dire que la technique c'est mal parce qu'effectivement il y a du bien aussi et il y a des choses bien. Donc la grande difficulté, ça va être de dire non, en fait, la technique n'est pas neutre. Souvent, c'est ce qu'on te fait croire. On dit avec un couteau, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux peler une pomme ou construire quelque chose. Et donc, c'est finalement l'utilisateur qui décide de ce qui se passe avec la technique. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une intention qui préside à la technique. On en a parlé ce matin de l'intention qui est au cœur des choses. Quand quelqu'un fabrique une Kalachnikov ou imagine une Kalachnikov, il n'a pas une intention de s'en servir pour faire des trous, pour semer des petits pois. Il a l'intention que ça serve à tuer quelqu'un dans de la guerre. Donc l'intention est hyper importante. L'intention des gens qui vous fabriquent votre iPhone, c'est pas de vous rendre libre dans un truc en licence libre où vous faites ce que vous voulez, vous pouvez l'adapter, vous n'êtes pas écouté. C'est de vous asservir à une maille, une toile d'araignée dans laquelle vous êtes pris et dont vous ne pourrez plus sortir. Et la première chose que vous demande d'ailleurs votre iPhone, c'est votre numéro de carte bleue. Et pour l'iPad aussi. Donc l'intention est quand même importante, même si effectivement avec votre téléphone, pas celui-là, mais vous allez pouvoir vous filmer comme on est en train de faire et faire des vidéos pédagogiques, vous allez pouvoir faire une pièce de théâtre avec vos copains et la retransmettre, etc. C'est vrai aussi. Ça a fait penser à certains que finalement l'outil pouvait être utilisé comme un poison ou un remède. C'est la notion en médecine de pharmacone. Pharmacone, c'est l'idée que le poison, c'est aussi un remède. Ça dépend de la dose, ça dépend de l'usage, ça dépend dans quelle indication on l'utilise, etc. Ça, c'est le propos de Bernard Stiegler, de penser qu'on peut utiliser la technique comme un pharmacone. Et c'est le cas. Quand on utilise la technique pour réussir à protéger un médecin qui va se faire inquiéter par sa direction et que ça sert à envoyer des mails pour qu'il ne se fasse pas embêter, sûrement, là, c'est un remède. Quand au contraire c'est pour être écouté, pour que tout ce qu'on dit soit repris par des fact-checkers qui vont regarder, oui, est-ce que c'est vrai, tiens, dangereux complotiste et tout. Bon, voilà, c'est plutôt un poison, quoi. Donc il y a l'idée de la neutralité de la technique, elle est pas, pour moi, elle tient dans l'intention et elle tient un peu dans l'usage, mais pas tant que ça. Et surtout, à la fin, on ne devrait pas quand même occulter le fait, parce qu'à la fin, on va dire ouais, c'est neutre. Ouais, finalement, ça dépend de ce que vous faites avec la technique. Non. Il y a à faire le compte de manière ample. Et à la fin, à pouvoir dire en conscience, adresser un non, en fait, ou un oui. Dire, si je fais bien le compte de ce truc-là, et le compte global, hein, le compte social, le compte environnemental, le compte économique, le compte de liberté, le compte, etc., de pouvoir que je mets dans les gens de qui, à l'évidence, ça, c'est non. Si vraiment vous acceptez de faire le compte. Mais encore une fois, par paresse et par confort, par la tentation du diable dont on a parlé tout à l'heure, c'est là tout de suite, oh, ça me donne un pouvoir, donc je vais le prendre. Mais je ne veux pas regarder ce que ça veut dire derrière. J'ai donné mon âme. Donc voilà, ma position elle est claire là-dessus. Moi, je suis technocritique clairement et on peut élaborer encore, hein, mais voilà. La question, c'est une fois qu'on a dit ça, comment on s'en sort en fait ou comment on propose autre chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, moi, je te rejoins exactement sur ce que tu as dit. Moi, je suis très technocritique aussi, donc c'est pour ça qu'il y a, comme beaucoup de personnes, je pense qu'il y a une volonté de détachement, mais comme tu dis, c'est raccordé sur beaucoup d'aspects et on y trouve un intérêt et on y trouve un confort et on y trouve un plaisir aussi. Souvent immédiat d'ailleurs. Euh, j'aimerais qu'on fasse quand même un petit détour sur quelque chose d'important parce que là, tu as commencé de dérouler le fil, donc je te lance dessus. Sur une loi qui est passée assez anodine en fin août de cette année, la loi bioéthique, qui pour moi aurait demandé à être débattue pendant de nombreux mois et qui est passée comme un fil. Et quand j'en parle autour de moi, les gens me disent, mais non, mais t'es cinglé, quoi. Ouais, c'est pas une loi anodine du tout. Et je dis non, Elle cette loi. concerne absolument tout le monde en fait. Et elle est dans la suite des lois de bioéthique d'avant. Alors, les gens, effectivement, ils sont peut-être pas du tout au courant. Mais il y a eu déjà les premières lois de bioéthique, elles sont faites par Jean-François Mattei pour essayer justement de dire est-ce que le droit, le cadre législatif, est capable de tempérer finalement la disruption scientifique, c'est-à-dire cette capacité à aller toujours plus vite, à faire des choses, etc. Est-ce qu'on peut mettre des cadres et des cadres éthiques, c'est-à-dire
qui dictent notre conduite et qui sont une espèce de compromis. Ce n'est pas tout à fait de la morale. Ce n'est pas dire c'est bien ou c'est mal. C'est dire est-ce qu'on est capable de peser là-dedans qu'est-ce qui reste sacré pour nous. Et c'est difficile d'utiliser sacré dans le monde moderne parce qu'on l'a tellement, est devenu tellement temporel, tellement exclu de la spiritualité que plus rien n'est sacré en fait. Et c'est un des problèmes. Est-ce qu'on est capable d'intégrer notre histoire collective, culturelle, qui n'est pas pareil partout, hein. Il y a des endroits où le corps n'a pas du tout la même signification et où les organes n'ont pas du tout la même signification, ou mercantiliser un organe, par exemple, bon, voilà, ça ne choque pas un anglo-saxon protestant, par exemple. Par contre, mercantiliser un organe chez un catholique romain, ouais, là, non, je vendre son rein ou vendre le rein de son beau-frère, non, ouais, on ne peut pas. Donc, il y a intégré tout ça. Et les lois de bioéthique, les premières lois de bioéthique qui avaient été faites par Jean-François Mattei, étaient vraiment intéressantes en fait. Essayer de fixer un cadre après avoir regardé un peu ce qui se passait partout. Et elles essayaient d'encadrer la recherche biomédicale, elles essayaient d'encadrer la pratique médicale, elles essayaient d'encadrer des conduites sociales en fait. C'est autour de l'avortement, autour de la procréation médicalement assistée, autour de plein de problématiques qui touchent tout le monde en fait. Qui touchent absolument tout le monde de tous les côtés. Et donc ces lois de bioéthique, elles sont en fait, elles sont l'affaire de chacun là, vraiment. Donc, pour être très clair et direct, pour que les gens comprennent, c'est que là, la dernière chose qui restait à vendre, c'est l'humain et on y arrive. Ouais. Dans une logique transgressive, c'est-à-dire que d'année en année, on a petit à petit transgressé les tabous, transgressé les règles, au motif que oh là là, serait être un dangereux réactionnaire que de rester dans les carcans trop étroits, quoi. Alors que le transgressif, lui, il est moderne. Réinventer et ne pas être amiche, quoi. Ouais, mais ça aboutit finalement à un nihilisme transgressif, c'est-à-dire qu'à la fin, je peux être encore plus transgressif que toi. Pourquoi je ne couche pas avec ma fille si on s'aime, ma foi? Et donc on fait tomber le tabou de l'inceste, comme ça. C'est prôné par des gens, y compris dans le milieu de la santé naturelle. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, mais on arrive à transgresser des tabous qui ont structuré l'humanité depuis très, 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 très longtemps, hein, et qui sont utiles. Les interdits ne sont pas inutiles, au contraire, ils sont la cristallisation d'une vraie nécessité sur le bien commun. Donc, à la fin, on aboutit à un nihilisme, c'est-à-dire que tu trouveras toujours plus transgressif que toi, et donc on arrive à la loi du plus fort, c'est-à-dire actuellement le plus fort économiquement, politiquement, législativement, va arriver à imposer aux autres sa transgression. Et donc, on a perdu toute civilisation, puisque une bonne partie de la civilisation, c'était d'essayer de tamponner un peu la loi du plus fort, quoi. Et d'essayer de faire que, c'est pas parce que tu étais plus faible que tu devais te faire marcher dessus en permanence, quoi. Et ça aboutit à un nihilisme, parce que le bout, c'est qu'il n'y a plus rien. On peut aller jusqu'où comme ça? Jusqu'à plus rien en fait. Plus aucune règle structurante. Et une destruction même du droit qui devient plus que l'outil finalement à imposer sa volonté aux autres de groupes de puissance, de groupes idéologiques. Et finalement, le droit qui était censé nous unir va nous séparer encore plus. Mais ce qui est heureux là-dedans, là tu me fais parler que de trucs dark, hein, mais c'est que la loi naturelle reviendra. Et donc voilà. Mais pour dire le tout, effectivement, cette loi de bioéthique, elle a été votée à une quarantaine de députés. Vous vérifierez le nombre, peut-être que je me trompe, mais en gros, entre 30 et 40 députés, à 3 heures du matin, la nuit, un samedi soir, sans que vous en ayez entendu parler. Et elle décide des choses absolument fondamentales sur plein de choses, sur la recherche sur l'embryon. On va donner des exemples concrets. Donc, c'est recherche sur les 150 000 embryons qui existent en France de manière congelée. La possibilité d'un avortement théorique et pratique au 9e mois de grossesse en cas de détresse psychosociale. Donc, c'est un terme suffisamment vague juridiquement pour qu'on puisse y insérer beaucoup de choses. Il y a aussi la possibilité de transplanter et détransplanter des fœtus, par exemple, deux femmes en couple décidant de recourir à une GPA, c'est-à-dire de faire une première FIV dans la personne hôte au départ, de reprendre l'embryon de fœtus, de le remettre dans le corps de l'autre partenaire et ensuite de le reprendre et de le remettre dans le ventre de la première personne hôte. Ça, c'est rendu possible. Un peu tordu, non?
Euh, à la fin, C'est on est dans l'hubris, si très tu bien. veux. On est en plein dans l'hubris. Et donc, moi, ça ne me fait ni peur ni colère. C'est-à-dire, ça, c'est Thich Nhat Hanh, hein, il n'y a ni peur ni mort. Voilà, pour moi, il n'y a ni peur ni colère. En fait, je pense que la némésis viendra mettre bon ordre en fait, à tout Oui, bien ça. sûr. Mais c'est Euh, de se rendre compte, quand tu disais être dans le réel, c'est aussi savoir que ça existe en tant que projet et en tant que validité légale, hein, c'est légal, ou d'autres choses. C'est-à-dire que moi, imaginons, je souhaite me mettre en couple avec quelqu'un, un homme ou une femme, je souhaite avoir un enfant, donc je peux choisir des ovules. Je ne sais pas, chez une étudiante californienne avec un bon QI et de bonne famille, blonde aux yeux bleus, choisir, donner du spermatozoïde, ou mon compagnon prend le spermatozoïde, et on trouve une personne haute, je ne sais pas, en Hongrie ou en Estonie, une étudiante qui a besoin d'argent, et on lui met ça dans le ventre, et pour 150 000 euros, j'ai un enfant. Ça, il faut que les personnes comprennent aussi que ça, c'est rendu possible. Donc, il y a un rapport au corps et au vivant, et comme tu le disais, au sacré, qui est questionné, mais qui n'est pas débattu. C'est-à-dire que ça a été, comme tu le dis, voté par 30-40 personnes qui représentent 67 millions d'individus à 3 heures du matin en catimini, sans qu'il y ait eu beaucoup de relais. Donc, il n'y a pas à avoir de colère ou mais simplement, ça existe et ça participe à une dynamique. Et j'en parlais dans la vidéo que j'avais faite qui s'appelait La naïveté nous tuera-t-elle. J'énumérais des textes de loi qui sont passés depuis les 6 derniers mois et je dis il n'y a jamais d'espace vide, il n'y a pas de neutralité. Donc, dans quelle dynamique nous trouvons-nous actuellement? Si ce n'est pas dans le sens de la vie, c'est dans le sens de quoi? Évidemment, après, chacun se fait son opinion, mais c'est intéressant en tout cas de mettre le doigt sur quelque chose qui existe et qui n'est pas un projet pour dans 15-20 ans à être débattu. C'est quelque chose qui est réel, concret et qui existe. Et que chacun devrait s'accaparer au moins pour comprendre le réel partagé. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas rester naïf aussi au conflit d'intérêts qu'il y a là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des groupes de pression qui souhaitent ce monde-là, qui souhaitent cette façon de gérer la procréation et tout ça, et qui œuvrent au quotidien pour le faire. Et en fait, il y a tout un anathème médiatique qui serait jeté sur les gens qui discuteraient. Parce qu'on serait des dangereux réactionnaires, etc. Et Oui. qu'on serait homophobe ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec vraiment quel chemin anthropologique on veut suivre. Est-ce qu'on va être dans une humanité complètement artificielle, façon le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, etc. Ou est-ce que non, on veut laisser la vie survenir, quoi. D'autant plus que c'est un chemin qui aboutit à une inefficacité, à une contre-productivité maximale. C'est-à-dire qu'elle dresse chacun contre tous, tous contre chacun. C'est ça. Elle va aboutir enfin à une artificialisation de la procréation qui va faire que la procréation naturelle, en fait, sera probablement ringardisée ou peut-être même interdite, en fait, parce qu'elle serait à risque d'être dangereuse pour le monde. Euh, On peut dire le mot eugénisme, hein. Ouais, donc on est dans l'eugénisme et tout ça. Et en fait, là, c'est là où il faut avoir un tout petit peu de recul historique. Il faut avoir un tout petit peu regardé l'histoire. C'est pas nouveau, en fait. Encore une fois, il n'y a rien de bien neuf hein, sous le soleil. Ça a été des tentatives qui ont été faites de multiples fois. C'est aussi ça qui me rend optimiste, c'est qu'à la fin, c'est pas les méchants qui gagnent. Hein. Ça échoue, ça échoue. C'est les gentils. Alors, si tu le veux, nous avons creusé un sillon. Alors, ouais, juste avant que tu dises ça, cette loi de bioéthique, elle a été discutée quand même au cours de ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique, qui ont eu lieu dans les différentes instances éthiques en France. Et c'est assez intéressant d'avoir le témoignage. Moi, j'ai un petit peu participé à l'espace éthique méditerranéen où je vais souvent, en fait, et je m'entends bien avec les gens qui y sont. On m'a demandé d'intervenir quelques fois, euh, même si j'en fais pas partie officiellement, hein, je ne travaille pas pour eux. Mais où il racontait comment ça s'était passé, les états généraux, en disant mais finalement, les conclusions qui ont été tirées de ces états généraux de la bioéthique n'avaient pas à voir avec les discussions qui avaient eu lieu. Et donc finalement, on a fait semblant de faire de la démocratie sanitaire, C'est du euh, consultatif toujours, hein. mais, euh, mais en fait, c'était pas vrai. C'était un prétexte, c'est du bullshit, quoi. Comme le grand débat, vous avez bien compris que c'était pour faire semblant. À la fin, il y avait marqué, mais
dans certaines questions, c'était grandiose. Je me souviens d'une, mais quelle partie de la fonction publique vous souhaitez voir diminuer? Plutôt les policiers, les pompiers, les soignants ou les députés? En fait, c'est un choix illusoire. Et si je veux pas que la fonction publique diminue? Au contraire. Et puis en plus, on sait ce que vous allez choisir. Hein. Je veux dire, vous allez choisir les députés. Tiens, pas si bête. Diminuant encore la représentation que vous pouviez avoir et donc concentrant encore les pouvoirs dans quelques mains à peine. Voilà, enfin, donc tout est vraiment une imposture. Et là, il faut lire Roland Gori, La fabrique des imposteurs. Ouais. Très, très bon bouquin qui raconte ça, quoi, à quel point on est passé dans une ère de l'imposture. Et une partie de ton discours, Fabien, ou du mien, en fait, il vient pas tellement de ce qu'on dit, mais du fait qu'on n'est pas des imposteurs. Juste, on parle comme on est et comme on pense que c'est juste et que ça, c'est perçu au-delà des mots, au-delà des concepts. Voilà. Je pense que la plupart des gens, ils disent Fouché, il est honnête. Quoi. Voilà. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais et que ça devient extrêmement rare. Je valide qu'en dehors de la discussion filmée, tu es identique. Alors, avant qu'on bascule du côté positif, il le faut, Louis. Il faut que nous nourrissions cette partie-là. Je voulais juste te dire, tu dis il n'y a plus de sacré. Moi, je pense qu'il reste une chose sacrée. Quelque chose qui est sacralisé, c'est la science, qui devient la nouvelle religion sous l'aspect du scientisme, derrière lequel on se réfugie. On dit, ben non, en fait, on veut dire, j'ai abandonné mes religions, mes croyances. D'ailleurs, souvent, les personnes dans le scientisme ou la zététique, quand on regarde, ils ont toujours une déception avec les approches complémentaires, soit une trahison, une incompréhension. Enfin, il y a un truc qui est de l'ordre plutôt moi, de la psychologie. Enfin, je prépare une vidéo là-dessus, donc je suis encore en cours de réflexion sur ce truc-là, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est la nouvelle religion. On peut se réfugier derrière les chiffres, la science et les études. Or, de mon point de vue, bon, on ne va pas ressortir le poncif science conscience, même s'il est hyper pertinent. Moi, dans tout ce qu'on disait, l'hyper-assistana, voire l'hyper-remplacement par la technologie, il y a un moment donné, il y a le flair, il y a l'instinct. Et moi, je suis tombé sur des médecins de ville quand j'étais étudiant. Donc, les médecins de ville, c'est des médecins de quartier comme les médecins de village, c'est-à-dire ils connaissent bien la population, ils connaissent les familles, etc. Et ils m'ont trouvé des trucs fous, mais avec le bon sens, parce qu'ils ont une base de données incroyable qui vaut mieux que toutes les intelligences artificielles, et qu'ils ont le coup d'œil et ils sentent le truc. Et donc là, déjà, c'est un facteur d'espoir incroyable. Et que ces personnes-là qui font marcher à la fois le cerveau droit, le cerveau gauche, l'analytique et puis l'instinctif, c'est déjà une victoire pour tout de suite et pour demain. Ça, pour moi, on peut pas ôter ça à un humain. Donc, comment, avec ces personnes qui utilisent ces deux approches-là, j'imagine que toi, en réa, tu y es confronté très souvent. À un moment donné, tu as le cas d'un patient comme ça, puis tu dis, là, ça craint, je pense, avec mon expérience, puis avec l'expérience collective, là, faut administrer telle dose ou ne pas administrer, faut intuber ou au contraire ne pas intuber. J'imagine que tu es complètement là-dedans et j'aimerais que tu nous fasses vivre cette part hyper analytique où toi, tu dois être dans un hyper contrôle permanent parce que tu as des vies entre les mains 24 heures sur 24, parce qu'on pourrait croire quand on t'écoute, ouais, c'est cool et tout, mais en fait, tu as un boulot, tu es en bout de piste, hein, faut le dire clairement. Tu côtoies la mort tous les jours, donc tes décisions sont lourdes de conséquences. Et donc, j'imagine que ton boulot, bah, tu as appris avec des protocoles, avec des méthodes, des doses, des choses hyper précises, et qu'à la fois, tu as été formé par des gens qui ont 30 années d'expérience en réa, et puis qui t'ont dit, tu sais, il y a des fois, là, moi, par expérience, j'ai vu ça, il fallait plutôt le faire comme ça. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu cet aspect-là? Ouais, bah, en fait, tu le décris assez bien, mais il y a les deux mouvements qui sont à l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que tu vas avoir des réas où tout est hyper protocolisé, où un médecin, il n'a même pas le droit de prescrire en dehors du protocole parce que c'est la règle du jeu dans le service, etc. Et là, on est dans quelque chose d'assez froid et qui gère de manière assez technique, souvent le même type de pathologie. Et ça marche. Donc, c'est pas non plus à jeter au rencard, c'est-à-dire pour gérer un polytraumatisme, par exemple, dans un centre de polytraumatisme, ce qui n'est pas mon cas, quelqu'un qui se croûte en voiture ou un truc comme ça. Bah, finalement, c'est assez efficace, quoi. On a effectivement un parcours industriel de création de soins qui est assez costaud, quoi. Pareil, dans l'urgence, quand tu vas gérer un arrêt cardiaque, on n'est pas tellement en train de discuter ni rien. On déroule un protocole, en fait, dans un modèle pyramidal de gouvernance. Voilà, il y a un chef qui dispatche les ordres et voilà, on effectue la manœuvre le mieux possible, quoi.
Tu vois, comme une manœuvre en bateau ou un truc comme ça, où voilà, tu déroules le truc en essayant de régler chaque millimètre du truc le mieux possible. Les gens qui sont dans des centres de polytrauma, ils se filment, par exemple, ils débriefent et ils essayent de faire mieux, d'aller plus vite, d'avoir un placement qui est meilleur, etc. Un peu comme des athlètes de haut niveau. Donc ça, c'est quelque part admirable et en même temps pour moi un peu futile parce que c'est pas comme ça que je raisonne moi. Et donc je suis dans une activité où j'ai pas ce niveau d'urgence là. Enfin, je vais avoir des arrêts cardiaques, des choses comme ça, mais où ça va être ça, hein, ce que je viens de te décrire. Mais le reste de mon activité va être effectivement dans une tension entre une base protocolaire et puis un référentiel à l'expérience et à l'intuition. Et on va faire un peu différemment pour chacun, un peu s'adapter à chaque terrain, à chaque circonstance, etc. C'est ça qui fait que c'est intéressant en plus, parce que si jamais tu restes que dans le protocolaire, bon, à la fin, c'est très asséchant, hein. C'est toujours la même chose. Prends l'exemple de l'anesthésie, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui a été très protocolisé et qui a beaucoup gagné à être protocolisé. On a plus de morts, en fait, en anesthésie imprévue ou bien voilà, par des erreurs ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment là, une logique zéro défaut, qualité, qui a inspiré tout le reste de la médecine et qui elle-même s'était inspirée de ce qui se faisait dans les aéroports et dans l'aviation civile, si tu veux, pour pas qu'un Boeing 747 se croûte. Euh, donc, on a mis ça en place, des process sécurité très importants. Et c'est marrant, ça a asséché complètement les gens qui travaillent en anesthésie, par exemple, ils ont du mal à dire le nom des patients qu'ils ont soignés dans la journée. Ils se souviennent peut-être des chirurgies qu'ils ont fait, voire même, ouais, en salle 2, on a fait ci, ça. Mais ils ne se souviennent plus des gens. Et donc, ça devient une espèce de truc robotisé, hein, effectivement, qui assèche le soin de manière très importante. Et ben, on a vu réémerger des pratiques d'hypnose Oui. qui, elles, sont des pratiques vraiment relationnelles, directement liées à toi. Est-ce que tu as un certain talent? Est-ce que tu es capable de te laisser aussi te mettre en hypnose? Parce que l'hypnotiseur, il est dans un état d'hypnose aussi, hein, avec le patient. Est-ce que tu es capable de sortir de la bienveillance? Parce que l'hypnose, c'est pas des techniques. Enfin, c'est des techniques, mais c'est beaucoup une intention, en fait, derrière ce que tu fais. Et c'est aussi, ça marche parce que tu es en lien avec toute l'équipe. Si toi, tu es tout seul à essayer d'hypnotiser quelqu'un, mais que l'infirmière de bloc, l'infirmière anesthésiste, le chirurgien, ils mettent des bâtons dans les roues, ça va pas marcher en fait. Donc tu es bien obligé de refaire du lien dans toute l'équipe. Et ça, dans les blocs opératoires, c'est revenu en force. Dans les réanimations, on traite de manière très technique et protocolaire les défaillances d'organes. Mais en fait, on va se prendre la tête de manière beaucoup plus humaine et beaucoup plus imparfaite et beaucoup plus humble sur les décisions, sur le pronostic, les décisions d'engagement thérapeutique. Est-ce qu'on continue à fond ou est-ce que là, on limite les thérapeutiques actives? Est-ce qu'on laisse partir cette personne même, en fait? Et c'est des décisions qui sont tous les jours et qui sont très difficiles, en fait, que tu ne peux pas prendre tout seul, en vrai. Parce que sinon, tu les prends de manière paranoïaque et donc ça te remet en lien, alors qu'en fait, le protocole, lui, cherchait à te mettre tout seul. Et donc, quelque part, ça, tu vois, il y a les deux mouvements d'entropie et de négantropie sont toujours ensemble, de noirceur et de lumière sont toujours ensemble. Il y a les deux. Euh, donc là, ouais, sur les décisions de l'ATA, on appelle ça, nous, limitation et arrêt des thérapeutiques actives, euh, on a, ouais, enfin, il y a énormément de gens qui meurent en LATA, en fait, en réanimation, parce que nous, on décide que ça doit s'arrêter. C'est pas de l'euthanasie, hein, c'est on décide, nous, d'arrêter parce qu'on pense que c'est de l'obstination déraisonnable, que c'est futile de continuer. Mais c'est difficile de peser ça. Est-ce que c'est déraisonnable? Est-ce que c'est futile? Et donc, il va falloir discuter avec les familles, il va falloir discuter peut-être avec le patient, même encore s'il est encore en état. Il va falloir discuter avec le chirurgien qui s'en est occupé ou avec les médecins qui s'en occupent. Il va falloir discuter avec peut-être son infirmière qui vient à domicile, etc. Et c'est pas facile parce qu'on est mis dans un pas de temps où on devrait aller vite. Et en fait, il faut aller doucement pour ces trucs-là. Il y a besoin de temps. Et on essaye de le faire au plus juste. Et De moi, temps et de lucidité, les j'imagine. cadeaux que j'ai le plus eu en réanimation, c'est des cadeaux sur des accompagnements de limitation thérapeutique, pas sur d'avoir sorti des gens de réa polyhandicapés avec une vie hyper dure à vivre derrière. Donc, c'est aussi très lourd à porter. Et donc, pour moi, c'est une des choses qui, à un moment, m'avait fait renoncer à la réanimation. En 2 ans, j'ai fait autre chose. J'ai fait de l'anesthésie en obstétrique auprès des femmes enceintes qui accouchent. D'accord, ok. Ah ouais. Donc, ça, c'était plus joyeux, on va dire, même s'il y Ah a ouais. des drames aussi, hein. T'as bouclé, t'as fait la boucle en fait. Ouais, c'est suffisamment dur pour qu'à un moment, j'arrête. Et en fait, je suis revenu, je refais. C'est pas dit que ce soit pour toute la vie, hein. Euh,
bah, voilà. Donc, non, c'est pas facile à vivre au quotidien. C'est un gros poids à porter sur les épaules. Et c'est un poids qui est d'autant plus supportable qu'on se remet, ce que je t'ai dit, ça veut dire quelque chose. La mort, la vie, ça veut dire quelque chose au niveau symbolique, ça veut dire quelque chose au niveau social. On a des familles, par exemple, de gens du voyage, des gitans ou voilà, des gens du voyage. Ils viennent à 300, 400 dans l'hôpital. Ils viennent voir, voilà, dans la salle d'attente, c'est rempli, quoi. Et alors que la personne, elle est très malade ou en train de mourir. Attends, excuse-moi, on frappe à ma porte. Et je suis en train de parler. On peut Attends, faire une pause ou... je vais refaire du montage, puis j'en profite parce que la lumière baisse. On va ramener ça. Et je suis de retour, si ça te va. Hein? Excuse-moi. Ouais. Alors attends, Excuse-moi, je vais c'était... remettre un peu de. Parce que là, voilà, ça a remis un peu de lumière. Bon, là, il n'y en a plus. Noter à quelle heure c'est pour couper éventuellement. Ah oui, Euh, tu l'as mis, toi? T'as vu depuis combien de temps on parle? non, je vois juste qu'il est Alors, 16h46. 1h46. Bah, attends, je vais noter. Coupure. 1h46. OK. Et donc là, la mort, elle est accompagnée, elle veut dire quelque chose. Voilà, les gens ils vont pleurer, se serrer dans les bras, etc. Ils vont faire du bruit, ils vont être même en colère, parfois casser des chaises dans la salle d'attente, etc. Mais c'est admirable pour moi, en fait, d'arriver à se mettre en lien à ce moment-là, à utiliser ce prétexte-là où tout devrait s'effilocher pour au contraire se réunir. C'est pour ça qu'il y a des funérailles, en fait. On est arrivé à un bout évolutif de notre société quand on n'enterre plus les morts ou qu'on est 2 ou 3 pour enterrer les morts, comme ça s'est passé pendant le Covid, qui est C'est ce que extrêmement j'allais grave te pour dire. moi. Ouais. 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 On est une société qui enterre plus ses morts. Waouh, qu'est-ce qui reste en fait de l'humain, quoi? Qu'est-ce qui reste de sacré? Et de même, à l'inverse, on va avoir des gens qui meurent tout seuls, abandonnés. Ça veut rien dire en fait, et ça c'est hyper douloureux, quoi. Euh, donc voilà, il y a de tout, quoi. Et bon, après, il faudrait faire parler des palliativistes. Nous on essaye d'avoir un regard parfois froid, mais on n'y arrive pas. On essaye de mettre de l'humour. Et s'il y avait des caméras de télé, on a de l'humour noir des fois, et ce serait presque inaudible pour plein de gens. Alors qu'en fait, nous, probablement, on en a besoin. Bah, En fait. c'est de l'exorcisme, quoi. Il faut exorciser. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, dédramatiser, on va dire. Donc, ça me suggère que là, dans la période dans laquelle on a besoin d'être en lien les uns avec les autres. On a besoin d'humour. On a besoin de beauté aussi. On a besoin que ça ait du sens, que ça aille vers quelque chose de bien. Et donc, pour regrouper les gens, vous pouvez essayer de les regrouper par la peur, mais ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer de les regrouper par la culpabilité, mais ça ne marchera pas. Il faut les regrouper sur une protention collective positive, je vous ai dit tout à l'heure, sur un projet commun d'un monde meilleur. Et ce projet commun d'un monde meilleur, il existe déjà, en fait. Toutes les petites pousses sont prêtes à sortir. L'arbre va tomber, il est en train de s'effondrer, et c'est une très bonne chose qu'il est pourri jusqu'à la moelle. Et qu'il va tomber, il va faire un peu de mal. Hein. Quand il chute, il y a d'autres choses qui vont se faire briser au passage. Mais toute la vie qui était dedans, qui est en train elle va se remettre en route. Et puis, toutes les pousses qui n'avaient pas assez de lumière jusqu'ici pour sortir, elles vont sortir. Donc, j'ai moi dans mon entourage des gens qui font des écolieux dans une gouvernance partagée alternative. Alors, peut-être c'est pas le trip de tout le monde, mais c'est quand même hyper intéressant. C'est des pousses d'autre chose, quoi. C'est un nouvel arbre. Il y a des gens qui font de la permaculture urbaine, périurbaine. Il y a des gens qui luttent au niveau juridique pour qu'on arrête de faire des Ikea et des décathlons sur les terres arables autour des villes pour garder de la ressource alimentaire. Des gens qui s'intéressent à faire le plan d'alimentation territoriale pour essayer d'avoir des petits maraîchers bio et d'avoir un système résilient, de ne pas dépendre que de camions qui viennent des serres d'Almeria en Espagne et qui passent par l'usine Sodexo du coin. Il y a des gens qui font de l'apiculture urbaine, voilà. Il y a des gens qui font des écoles, Waldorf, Montessori, Steiner, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est déjà là. Hein. Donc il y a plein de gens qui cherchent des bifurcations en fait à ce système. Alors dedans, il y a des trucs qui marcheront, des trucs qui marcheront pas, mais c'est hyper inventif, quoi. La notion des communs de Elinor Ostrom, il y a plein de choses qui donnent plein d'imaginaires. Les ZAD, par exemple, les ZAD sont un lieu qui revendique d'être dans une réaction violente à une réaction violente sur eux, mais où il y a plein d'expérimentations sociales, techniques, culturelles, qui cherchent à faire
des choses résilientes, des techniques low-tech, c'est-à-dire basse technologie, réutilisables par n'importe qui, en licence libre. Voilà, au sein même du numérique, il y a tout le mouvement de dégooglisation d'Internet avec Framasoft, et entre autres, et qui disent eux très bien, hein, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et c'est le slogan des Googleisons Internet. Je pense qu'ils ont complètement raison, quoi. Vous devriez regarder ça en face. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, quoi. Et donc, toutes les pousses d'autres choses sont prêtes. Vous avez La Belle Verte qui a été faite par Colin Serrault, qui peut vous inspirer aussi, quoi. Magnifique film. Voilà, qui était un chouette film. Et 30 après, ans, 30 ans d'avance. ouais, voilà. Et il va falloir que dans ce truc-là, d'autres expérimentations se fassent parce que les mêmes erreurs vont se faire que celles qui ont toujours été faites. C'est-à-dire des gens qui voudraient un truc complètement horizontal, en faisant fi du fait que des individus peuvent germer et qu'il y a besoin de leur lumière et que c'est bien en fait qu'il y ait de l'individuation et que s'il y a quelqu'un qui a de la puissance d'agir, qui sort du lot et qui a quelque chose à offrir au groupe, bah, il faut le laisser faire. Au contraire, il faut l'aider. Ça devient un des héros du groupe. Et au contraire, il y a des gens, ils vont être juste dans essayer de renforcer les liens, et ça, ce sera très bien aussi, mais ce sera leur individualité verticale aussi de faire ça. Et à l'inverse, vous aurez aussi de la volonté de puissance, c'est-à-dire des gens qui sortent et qui ont envie de prendre la puissance sur le groupe, parce que ça, voilà, dans les gens qui émergent, il y a des paranoïaques pervers. Donc, cela, il va falloir que le groupe arrive à trouver des moyens de le juguler. Donc, on est en permanence dans cette tension entre individuation et socialisation, et il y a besoin des deux. On en a déjà parlé ce matin, donc je n'ai pas envie forcément d'en trop reparler, mais il y a plein d'espoir. Donc, comment on peut faire en pratique pour aller vers la joie ? Je pense que ça se passe à l'intérieur d'abord, et à l'intérieur avec des gens qu'on aime parce qu'ils nous aident. Et ça, c'est moi la grande leçon de ma vie de médecin, c'est qu'on croit qu'on va résoudre les choses techniquement, mais la plupart se passent en fait socialement et symboliquement. La vraie résolution de la souffrance. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui meurt et sa famille, elle peut rester sur le carreau, ou alors ça peut prendre un sens. Et finalement, voilà, je vais avoir des cadeaux pour cette mort ou cet accompagnement de la mort. Et pour eux, ça va bien se passer, entre guillemets. Et même, ils vont y trouver quelque chose, une occasion de se réunir, une occasion d'en faire un compost, quoi. J'entends compost un sens très positif pour moi, hein. C'est-à-dire un terreau pour faire germer quelque chose de neuf. Et pas laisser une blessure béante et suppurante de la mort et de la souffrance. Donc ça, c'est lié pour moi à la relation. Il y a un exercice qu'on faisait de manière un peu rigolote dans des séminaires de gouvernance partagée ou de communication non violente, c'est d'être dans l'écoute empathique. C'est-à-dire de demander à l'autre comment il va, vraiment, et de l'écouter pendant 5, 6 minutes, 8 minutes, avec le chrono, sans rien dire, juste de l'écouter. Puis après, de faire l'inverse, de changer les rôles. Et ça, c'est hyper touchant. Des fois, même, je me suis trouvé à pleurer, en fait, à dire des choses qui n'étaient pas du tout la question initiale. C'est comment tu vas vraiment, et d'écouter ça. Et ça, on a besoin du lien, en fait, on a besoin de l'autre. L'autre est profondément thérapeutique. C'est-à-dire qu'au-delà, la relation est profondément thérapeutique. Elle soigne la souffrance, sans même avoir rien besoin de faire, juste parce qu'elle est relation. Sans avoir, voilà, quelqu'un qui va vous écouter de manière empathique sera mieux que quelqu'un qui va essayer de vous donner des conseils ou va essayer de vous se mettre à votre place ou etc. Non, juste tu m'écoutes et ça va, ça suffit en fait. Et donc cette écoute empathique, je pense qu'elle a une puissance désarmante et que si vous écoutez de manière empathique des gens qui sont en souffrance, qui ont peur, qui sont dans la culpabilité, qui sont dans le masque à mort, etc., juste vous les écoutez vraiment, sans jugement, avec de l'empathie, et toute votre intention est tendue à ce que cette personne puisse sortir sa souffrance. Bah, une fois que vous avez fait ça, en fait, ça y est, vous allez pouvoir commencer à discuter ensemble. Avant, vous ne pouvez pas. Donc, j'en ai parlé peut-être ce matin, hein, de raviver les braises du vivant, c'est-à-dire d'aller souffler sur les braises des gens qui sont peut-être un peu d'accord avec vous. Avant d'aller sur les gens où c'est dur, allez sur les gens où c'est peut-être facile. Mettez-vous en lien et prenez de la puissance d'agir à plusieurs. Je rebondis sur ce que tu dis. J'ai une de mes amies très proches qui est la première biographe hospitalière en France. C'est-à-dire qu'elle allait dans les unités pédiatriques, cancérologie, avec les enfants en fin de vie. Donc, elle faisait avec les enfants entre 5 et 16 ans. Et elle leur faisait leur biographie, elle les faisait raconter, puis le plus fidèlement possible, elle transcrivait ce qu'ils racontaient, ce que les enfants voulaient laisser
après leur départ, parce que c'était ça l'objectif. Donc, elle avait monté une association, j'en fais un peu la promotion, qui s'appelle Traces de vie. Il y a un documentaire qui a été fait sur elle, c'est De la vie à la mort. Et voilà, donc Christelle Cuinet, elle s'appelle Cuinet, elle forme des gens. Et en fait, au départ, c'était pour les enfants. Mais alors, il y a différents chefs de service qui étaient un petit peu sceptiques au départ. Et après, ils ont vu que ça améliorait le traitement de l'enfant et la réaction de la famille. Parce qu'il y a des drames humains, hein, tu le sais, parce que quand quand on a un enfant qui a 5-6 ans qui part, c'est assez horrible. Et qu'en fait, il y avait des vertus thérapeutiques à son travail. Et là, elle a été plébiscitée par d'autres CHU partout en France pour qu'elle forme des gens. Il y a, je crois que c'est Gallimard qui lui a ouvert une collection pour publier les livres des enfants. Et moi, elle m'en a fait lire. C'est incroyable. Et je n'ai jamais lu dans les histoires qu'elle m'a fait lire. Aucun enfant ne s'est jamais plaint de sa situation. Et il y avait toujours une narration tournée vers les autres. Et il y avait systématiquement, elle, dans ce qu'elle me décrivait, que vous pourrez retrouver dans le documentaire, qui est en accès libre, hein, il est passé sur le Public Sénat, je crois, plusieurs fois, et vous pouvez le voir en replay, et bien qu'il y avait un effet extrêmement apaisant pour l'environnement proche, généralement la famille, voire même le personnel hospitalier qui forcément s'attache, hein, parce que ce sont des humains, puis ils transposent eux avec leur vie familiale, et qu'il y avait une préparation, un continuum, simplement à partir de la narration de l'enfant, sans qu'il y ait besoin de répondre à ça. Et j'avais trouvé ça hyper pertinent et je l'avais rapproché un petit peu modestement de ce que je pouvais faire moi en consultation. J'avais fait le jeu, parce qu'on essaye plusieurs formes, hein, évidemment, de ne poser que des questions. Parce que basé, comme je te dis, l'hygiénisme, on part du principe physiologique que par l'homéostasie, l'individu a ses propres ressources d'auto-guérison. Mais moi, je l'ai appliqué à une terminologie un peu plus sensible, qu'en fait, si toi, quand tu vas parler à un autre, bien sûr, va y avoir l'écoute empathique, mais ça, c'est 50% du chemin. Et les autres 50%, c'est la personne qui sort d'elle-même par la parole ou l'écriture, c'est-à-dire qu'elle arrive à compiler, à synthétiser par un sens, elle formalise ce qui est confus en elle. Et qu'en fait, de trouver un support d'extériorisation, l'attention de l'autre ou l'intérêt de l'autre, va permettre le dévoilement et la structuration d'une problématique qui semblait tourner en boucle sans raison. Et moi, j'ai fait beaucoup de consultations où je n'ai fait que poser des questions. Bonjour, comment vous appelez-vous? Pourquoi êtes-vous là? D'où venez-vous? Quel problème avez-vous? Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que vous feriez maintenant? Qu'est-ce que vous pensez qui a échoué? Et que c'était que des questions. Je n'apportais mais aucune réponse. C'était simplement des angles de questions spécifiques, mais qui n'étaient pas protocolisés, mais simplement dans le sens d'une discussion. Et en fait, la personne commençait à fonctionner mieux et sortait les solutions par elle-même. Ah, mais en fait, je pense que je devrais changer ici, faire ça, puis retourner voir tel thérapeute parce qu'en fait, ça m'avait aidé, puis j'avais oublié, je croyais que. Et tac, 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 elle refait un puzzle. Et c'est là où justement le protocole est intéressant, virgule, et aussi une autre chose qui s'appelle l'humanité de nous-mêmes, est celle qui peut se trouver en face de nous à un instant T où on va être en capacité d'être à la fois en émission et en réception. Donc là, c'est vraiment travailler sur l'instant. Et des fois, la porte est ouverte. Des fois, quand il y a urgence, il faut la fracasser, ce que tu dois sans doute faire dans ta pratique. Nous, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas de... nous, je parle pour mon cas, on est là plutôt sur des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'urgence, mais de l'hygiène de vie. Et c'est un instant, une présence, une disposition à l'émission ou à la réception. Et de plus en plus, en échangeant, c'est ça que je recherche, que ce soit avec les praticiens avec lesquels je puisse collaborer, ou alors les personnes que je peux avoir en face de moi. Et je trouve ça extrêmement réjouissant parce qu'à travers ce que tu nommes plein d'outils depuis tout à l'heure, la CNV, la gouvernance partagée, l'écoute active, l'écoute empathique, on a la chance de vivre à une époque où tous ces outils-là sont à disposition et sont crédibilisés par l'expérience. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dogmes parce qu'ils sont tellement répandus, ils sont tellement testés, ils sont tellement éprouvés, y compris dans le monde le plus institutionnel et formalisé qui soit, c'est-à-dire la vie en entreprise, que c'est une énorme aubaine. J'en parlais avec un policier, un ami policier qui est commandant de police. Et lui il me disait que de plus en plus de policiers se mettaient à parler CNV, qu'il y avait des coachings,
qu'ils allaient vers des approches alternatives pour essayer de comprendre comment ils vont relationner avec l'usager, etc. Et je me dis, mais tu déconnes, tu te fous de moi. Il me dit, non, mais il y a deux strates qui ne se comprennent plus à l'intérieur d'une même institution. Mais il me dit, je te jure que ça existe. Et ça existe de plus en plus. Ouais, c'est plutôt réjouissant, hein, tout ça. Ah, mais moi, je suis un positif Moi aussi, hein, je suis absolu. plutôt optimiste, hein. Je pense que tout ça arrive par nécessité, en fait, qu'on est nécessaire, quoi. J'ai déjà dit peut-être tout à l'heure, mais voilà, mon prof de yoga, il dit tout est parfait et il y a encore du travail. Et c'est pas terminé, quoi. Et Ah, on n'échappera pas à un effondrement forcément, parce que là, on arrive en bout de piste, en bout de système. Donc forcément, il va y avoir des perturbations et des secousses assez violentes, mais il n'y aura pas d'espace où il n'y aura pas de solution qui n'existe pas déjà. Après, c'est savoir occuper l'espace. Et là, c'est une valeur que tu peux développer, c'est en gros d'exister dans le réel.